Grand C, la guerre civile. L'épreuve de force entre ces deux tendances se joue le 18 mars. Thiers veut récupérer les canons financés par les Parisiens pour la défense de Paris. Ces canons sont gardés par la garde nationale à Montmartre et Belleville. Les soldats envoyés pour confisquer les canons finissent par fraterniser avec la foule venue en masse pour protéger les canons. Les soldats fraternisent avec la foule qui était venue protéger ce qu'elle considère comme ses canons. Effrayé par cette fraternisation qui pouvait s'étendre et par l'exécution de deux généraux qui commandaient l'opération, Thiers décide l'évacuation de Paris par l'armée et le gouvernement au soir. Thiers décide l'évacuation de Paris et proclame l'état d'urgence. La garde nationale se retrouve maîtresse de Paris. La rupture définitive est alors consommée. Ouvriers et pauvres des banlieues sont chassés par les troupes gouvernementales et se réfugient dans Paris, renforçant ainsi le déséquilibre social et politique en place. Le comité central de la garde, quant à lui, s'installe à l'hôtel de ville pour organiser la transition, tandis que les révolutionnaires, groupés dans un comité des 20 arrondissements contrôlant les mairies, faisaient monter la pression et réclamaient une révolution sociale. On voit donc que la commune qui émerge le 26 mars est bipolaire. D'un côté des républicains plutôt modérés, de l'autre des révolutionnaires socialistes. La commune apparaît comme un véritable gouvernement de la ville. Elle prend tout de suite une série de mesures d'urgence concernant partiellement le travail, abolition du travail de nuit, interdiction des amendes et des retenues sur salaire, mais aussi des décisions de grande ampleur politique, abolition des armées permanentes et conscription, nationalisation des biens du clergé, adoption du drapeau rouge à la place du drapeau tricolore, justice gratuite, enseignement laïque gratuit et obligatoire, séparation des églises et de l'État. La bourgeoisie et les Versaillais sont épouvantés par ces mesures, pourtant relativement modérées. Il n'y a pas d'attaque contre la propriété privée, ni de persécution des opposants programmés. Mais le choix du drapeau rouge est extrêmement symbolique, et de plus, dans les jours qui suivent le 18 mars, plusieurs villes proclament leur propre commune. Lyon, Marseille, Narbonne, Le Creusot. Cependant, très vite, les mouvements échouent et une tentative d'offensive contre Versailles le 2 avril, une tentative de coup d'État menée le 2 avril échoue. Le général Les troupes versaillaises capturent des troupes de la garde nationale qui sont purement et simplement exécutées. Ces échecs des fédérés convainquent Thiers d'avoir recours à la force contre Paris et de préparer une armée de reconquête de la capitale. Cette stratégie de Thiers et de son général en chef, le général MacMahon, futur président de la République, porte ses fruits puisque l'armée campe aux portes de Paris dès le début mai, tandis que les communards se divisent sur la stratégie militaire à mener. Le 21 mai, une porte non gardée de Paris, faute de troupes, est ouverte. Les Versaillais investissent l'ouest parisien. Une semaine entière de combats de rue va alors se dérouler face à la résistance désespérée des fédérés et des communards qui dressent des barricades dans toute la ville et incendient certains bâtiments, comme le palais des Tuileries. La résistance désespérée des fédérés, les résistances désespérées de la garde nationale et des communards qui érigent des barricades dans tout Paris et font brûler certains bâtiments publics symboliques comme les Tuileries, s'écroulent en l'espace d'une semaine. Une armée forte de 130 000 hommes venus des campagnes et embrigadés dans une haine du rouge, soigneusement entretenus par des chefs militaires, massacrent à grande échelle les suspects et les prisonniers. En représailles, certains groupes communards isolés et sans commandement exécutent des otages. Les communards se battent jusqu'au 28 mai autour du quartier de Belleville et dans le cimetière du Père-Lachaise.
Le bilan est terrible, c'est le plus grand massacre commis par un gouvernement contre son propre peuple dans l'histoire du XIXe siècle. 10 000 exécutions et morts selon une estimation récente, mais peut-être près de 30 000 selon les témoins de l'époque, et une dizaine de milliers d'arrestations. Les condamnations sont lourdes, exécutions, déportations, notamment la déportation de Louise Michel à la Nouvelle-Calédonie, qui ne perdra rien de son idéal en alphabétisant les petits caldoches. Alors qu'elle sera déportée en Nouvelle-Calédonie, elle donnera toute son énergie pour apprendre à lire et à écrire aux jeunes indigènes afin de résister contre la domination coloniale. Des milliers de communards, dont le fameux géographe Élisée Reclus ou le peintre Gustave Courbet, sont condamnés à l'exil pour échapper à des amendes colossales. L'aristocratie et la bourgeoisie triomphent bien sûr, mais la République fondée sur ce bain de sang paraît bien fragile. Les monarchistes sont majoritaires à l'Assemblée, la Restauration semble inéluctable.